Oui, c'est vrai. Alors, c'est bon sur Zoom? Ok, Ouais, nickel. Bon. Allez, regarde. Est-ce que tu as un petit feutre aussi? Alors justement, le feutre, j'ai un petit problème, je vais en prendre. Je vais en prendre au casino. Je vais faire vite, on va aller retour. Ça va, t'inquiète. C'est bon? Ouais, regarde, on va commencer. C'est pour ça que c'est conseillé. Ouais, bah dis-moi du coup. C'est bon, allez, c'est parti. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Bon, vous avez eu le temps de réviser ce qu'on avait vu la dernière fois? Non? Moi, c'est juste comme ça. Hein, c'est pas... Est-ce que vous avez des questions sur le cours de la dernière fois? Pour savoir si je dois revenir sur certaines notions ou quoi, parce que je n'en ai pas reçu par SMS. Du coup, c'est pour savoir si vous aviez d'autres points, si on passe directement à la suite. Bon, j'enlève le masque parce que... Alors, du coup, la dernière fois, on avait donc vu la partie 1 sur les enzymes, avec donc la structure, la notion de coenzyme, d'isoenzyme, un point de cinétique enzymatique sur les vitesses de réaction et les facteurs qui modifiaient la vitesse des réactions enzymatiques. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 sur le mode d'action des enzymes, donc cinétique enzymatique, site actif, influence des inhibiteurs des enzymes. On n'aura pas le temps de traiter la partie 3, et c'est pas plus mal parce que je pense vraiment que pour niveau terminal, c'est peut-être un peu chaud. Donc vous verrez ça l'année prochaine, ce sera très bien, ou à la fin rentrée, si j'ai un petit créneau pour qu'on approfondisse tout ça, on le traitera là, parce que ça, c'est un peu... ça va peut-être plus vous dégoûter qu'autre chose. Donc, partie 2, mode d'action des enzymes, ça c'était la réponse aux questions de l'année dernière. Donc ça, on s'en fiche. Cinétique enzymatique. Donc, est-ce que c'est bon là? Mettre la caméra, ça fait. Oui. Éteindre, si vous pouvez éteindre au fond, s'il vous plaît. Merci. Du coup, on va faire une petite transition avec les points qu'on avait vus en cinétique enzymatique la dernière fois. La formation d'un complexe enzyme-substrat va être la première étape de la catalyse enzymatique. Une grande partie du pouvoir catalytique des enzymes vient du fait qu'ils se mettent en présence du substrat dans une orientation favorable au sein du complexe enzyme-substrat. C'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser dans ce second chapitre. Ça va être l'orientation favorable du substrat au niveau du site actif de l'enzyme. Donc, ce substrat va être lié à une région spécifique de l'enzyme qu'on va appeler le site actif. Donc, la plupart des enzymes sont très sélectifs dans leur liaison avec les substrats, c'est ce qu'on verra. L'existence des complexes enzyme-substrat a été mise en évidence de différentes façons, à une concentration constante d'enzymes. La vitesse de réaction augmente avec l'augmentation de la concentration de substrat, jusqu'à ce qu'une vitesse maximale soit atteinte. C'est ce qu'on avait vu avec... Avec quoi? Quand est-ce qu'on a vu qu'à une concentration constante d'enzyme, la vitesse de réaction augmente avec l'augmentation de la concentration de S jusqu'à ce qu'une vitesse maximale soit atteinte? Personne? C'était avec la représentation de Michaelis et Menten, hein? On avait quand même traité ça. Oui, un petit moment. Où on avait, du coup, voilà, vous aviez la V0 en molaire minute moins 1. Vous aviez la concentration en substrat en molaire. Je vous rappelle, molaire, c'est mol par litre. Et on obtenait ce type de représentation, avec du coup l'atteinte de la vitesse maximale ici. Et quel autre paramètre on pouvait mesurer avec cette représentation? De quoi? On pouvait mesurer quel autre paramètre hyper important avec cette représentation? La quantité max du substrat.
Non, pas la quantité max, c'est une... c'est pas une quantité. La concentration. Ah, on regardait, c'était lequel qui était montant. Le réactif. De quoi? Ah, il manque un truc devant. La constante de Michaelis-Menten, donc c'était un... Vous y étiez presque. C'est donc la concentration pour laquelle la vitesse maximale est divisée par 2. Une concentration en substrat qui représente du coup l'affinité de l'enzyme pour son substrat et qui est donc également exprimée en molaire. Donc un Vmax sur 2. Alors, les complexes enzymes-substrats ont également été visualisés directement par microscopie électronique, comme dans le cadre de l'ADN polymérase 1 à la matrice de l'ADN. Donc, les caractéristiques spectroscopiques de nombreux enzymes ou substrats changent lors de la formation d'un complexe enzyme-substrat. Ces changements sont particulièrement frappants lorsque l'enzyme contient un groupement prosthétique coloré. On avait vu au premier cours que c'était quoi un groupement prosthétique? La notion de groupement prosthétique, vous l'avez sûrement dans la fiche de mémoire. Ouais, c'est ça. Le groupement prosthétique, c'est un coenzyme, une partie non protéique. Et la particularité du groupement prosthétique, c'est un coenzyme, donc une structure non protéique, comme l'a dit le collègue, qui va donc se lier sur l'enzyme pour permettre d'avoir une modification allostérique du site actif, pour permettre la fixation du substrat. Et cette fixation du coenzyme sur la partie globulaire de l'enzyme se fait avec des liaisons covalentes. C'est une fixation qui est permanente, à la différence d'autres groupements coenzymes qui, eux, se font avec des liaisons faibles, dans lesquelles il y a une dissociation-association rapide. Là, il n'y a pas de constante d'association et de dissociation thermodynamique, c'est des liaisons covalentes pures entre les deux. Donc, dans cet exemple, vous aviez du coup la L-sérine indole, donc L-sérine plus indole, avec la PLP plus trisynthétase donne du L-tryptophane. Donc la tryptophane synthétase, enzyme bactérienne, possède le groupement prosthétique pyridoxal phosphate, PLP, composant de la vitamine B6. Et en fait, la spectroscopie de fluorescence révèle l'existence d'un complexe enzyme-sérine et d'un complexe enzyme-sérine-indole. Alors, on reprend. Donc, vous avez du coup ici la tryptophane synthétase, c'est l'enzyme, une enzyme bactérienne. Vous avez la PLP, qui est la coenzyme. Okay. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand vous avez l'enzyme seule, donc ça c'est spectroscopie, c'est-à-dire qu'on a fait au spectrofluorimètre, on a donc mis les molécules qui nous intéressaient, c'est-à-dire d'abord PLP, trisynthétase et donc voilà la sérine. Puis après, on a mis ce complexe-là avec sérine, indole, et on a mesuré à la longueur d'onde donnée, à lambda max, donc le maximum d'absorption pour une longueur d'onde donnée, la constante d'absorption. Et après, on a représenté ça graphiquement pour obtenir ce graphe. Vous voyez que quand on a l'enzyme seule, on a une certaine absorption, que lorsqu'on a enzyme seule, donc PLP plus tryptophane synthétase plus indole, on a un pic d'absorption, et que quand on rajoute ensuite l'indole dans le milieu, on a un nouveau pic d'absorption, c'est-à-dire que le complexe absorbe à une autre longueur d'onde et présente un lambda max qui est également modifié. Donc, l'intérêt du coup de cette spectroscopie de fluorescence, c'était un argument qui tendait à prouver qu'il y avait bien un complexe enzyme-substrat qui se crée au cours d'une réaction enzymatique, vu que quand on a l'enzyme seule,
Et quand on ajoute de manière séquentielle le premier substrat et le deuxième substrat, on a des modifications de propriétés physiques, des modifications de propriétés ici spectrophotométriques. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Tout le monde? Non? Donc, l'objectif de ce schéma, c'est de vous montrer les changements des caractéristiques spectroscopiques lors de la formation d'un complexe enzyme-substrat. Donc, l'intensité de la fluorescence du groupe pyridoxal phosphate du site actif de la tryptophane synthétase varie avec l'addition des substrats sérine et indole. En gros, ce qu'on a fait, c'est juste un exemple pour vous illustrer le concept. On a représenté delta A, variation d'absorbance en fonction de la concentration, j'imagine. Non, en fonction de lambda, pardon. Donc on a delta A en unité arbitraire en fonction de la variation de longueur d'onde en nanomètres. Ce qu'on observe, c'est quoi? On prend l'enzyme bactérienne, la tryptophane synthétase, son cofacteur, la PLP, on la met dans un tube à essai. On fait des dilutions appropriées pour respecter les conditions d'application de la loi de D'Alembert. On le met au spectrofluorimètre et on voit ce qu'on voit sur l'acquisition informatique. On obtient ça. Bon, soit. Donc, enzyme plus coenzyme. Puis, après, on fait exactement le même procédé, mais on rajoute le premier substrat, la L-sérine. On met au spectrofluorimètre, on mesure ce qu'on a. On obtient ça. Donc là, j'ai enzyme plus coenzyme plus substrat 1. Bon. Si il y a une modification de la lambda max, si les propriétés d'absorbance d'une molécule, parce que c'est ça quand on travaille avec un spectrofluorimètre, ça va être la longueur d'onde qui va être transmise par la molécule. Vous avez un complexe chimique et à l'application d'un rayon monochromatique, c'est d'ailleurs le fondement de la loi de D'Alembert, la molécule va diffuser une autre longueur d'onde. Donc là, si on a une modification de la longueur d'onde, ça veut dire qu'on a une modification de la structure chimique intrinsèque, qui fait que du coup, émet à une autre longueur d'onde maximale. Donc un changement ici de longueur d'onde confère l'argument qu'il existe un changement conformationnel dans l'interaction de ces différents composants entre eux. C'est-à-dire que quand on avait enzyme plus coenzyme et qu'on a rajouté un substrat, il y a eu une modification conformationnelle qui a fait que du coup, l'enzyme et la coenzyme se sont adaptés au substrat 1, formant un complexe chimique qui absorbe à des longueurs d'onde différentes. Oui. Quand tu dis qu'il y a un changement de longueur d'onde, la longueur d'onde elle est en abscisse. Oui. Que c'est sinon la longueur d'onde, comment la longueur d'onde elle peut changer en ordonnée si la longueur d'onde c'est l'abscisse? Parce que tu vois que là, les lambda max sont pas exactement les mêmes en fait, parce que quand tu es comme ça, tu vois, genre, hop, tu vas tomber là, Ah, okay, et quand là tu es au maximum, tu vas tomber plus là, tu vois. Ok. Et après, on leur donnait la variation d'absorbance. C'est qu'elle est plus forte également l'absorbance, une caractéristique spectrophotométrique qui va diminuer. Vous voyez bien que cette molécule-là va absorber beaucoup plus de lumière que l'autre. Okay. Et quand je rajoute le dernier truc, donc l'indole, j'ai encore une modification. Ce qui veut dire que quand j'ai enzyme plus coenzyme plus substrat 2 et 1, et ben, il y a un nouveau complexe chimique qui se forme et qui permet de poser l'argument qu'il y a eu modification tridimensionnelle de ma structure à l'ajout des différents composés, tendant donc à conforter l'hypothèse de l'existence d'un complexe enzyme-substrat. OK ? Donc pour l'instant, en ce qui concerne les informations que nous donne la cinétique enzymatique, parce que là, au final, on étudie une cinétique, on étudie une vitesse réactionnelle. En ce qui concerne les informations que nous fournissent la cinétique enzymatique sur l'existence d'un complexe enzyme-substrat, on a deux arguments. Le premier argument, c'est donc la représentation de Michaelis et Venten, qui nous montre que lorsque l'enzyme est en condition limitante, à un certain moment, il y aura un seuil de palliation. La vitesse maximale ne sera pas linéaire, mais suivra un profil qui est logarithmique, et donc tendra donc à cette vitesse maximale. Suggérant du fait que là, j'aurais beau rajouter autant de substrats que je veux, si
j'ai un état de saturation de la vitesse maximale, c'est l'enzyme en elle-même qui est complètement saturée et du coup non disponible. Mais non plus, ça ne descend pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un turnover, ça veut dire que j'ai une enzyme qui rencontre un substrat qui me donne le produit, l'enzyme va rencontrer un substrat qui va me redonner un produit. Donc, ça caractérise bien le fait qu'il serait possible qu'une enzyme rencontrant un substrat forme un complexe intermédiaire, la rendant indisponible et générant cet état de vitesse maximale. Oui. La quantité de substrat va diminuer au fur et à mesure de la réaction. Mais comment la vitesse elle peut rester au maximum si au bout d'un moment, il y a plus de substrat pour faire la réaction? Parce que là, en fait, le truc, c'est que sur cette représentation-là, c'est fait sur une gamme très très large. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que pour l'équation de Michaelis et Menten, vous l'avez peut-être pas. V0, c'est Vmax Km sur Km plus S. OK. Que ici, je vous avais dit qu'en fait, c'était plus une zone qui était dédiée à mesurer quoi? Ça, je pense pas vous en rappeler. Si. Je le mets. La constante de L'activité enzymatique. là, ça sera plus le substrat. Ah, yes. Je prends des notes dedans. Ah, oui. Le sauveur. Le sauveur, exactement. Donc, en fait, dans cette zone-là, on va se baser à des concentrations de substrat relativement faibles. OK. S inférieur à 0,1 km. Dans cette zone-là, on va se baser dans... Donc ici, ce sera donc le substrat qui sera limitant. Donc, je pourrais mesurer l'activité de mon substrat qui sera limitant. Ici, je vais me baser à des concentrations beaucoup plus élevées. S supérieur à 10 km, ce qui fait que mon substrat ne sera pas limitant. Et que je pourrais mesurer l'activité enzymatique. Et après, si vous avez fait en maths les équations différentielles, en fait, c'est que quand S est inférieur à 0,1 km, je suis sur une réaction d'ordre 1, parce que du coup, la vitesse va directement dépendre de la concentration en substrat, et c'est ce qui m'intéresse. Alors que quand j'ai S supérieur à 10 km, je suis sur une relation d'ordre 0, et donc du coup, la vitesse sera indépendante de la concentration en substrat, et je pourrais mesurer l'activité enzymatique. OK? Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, bah, si jamais S est égal à 10 km, vous êtes d'accord que ici, du coup, j'ai Km sur 11 km, si S équivaut à 10 km. Donc, j'obtiens le rapport V0 10/11e de Vmax. Et quand je mesure une activité enzymatique et que je mets dans ces conditions-là, ça revient à dire que du coup, j'ai V0 qui est supérieur à 99% de Vmax. OK? Vous avez des questions sur la présentation de Michaelis et Menten? Ce serait un peu important. Non? Voilà. Et après, si vous continuez, vous verrez que, en vrai, ce type de représentation est presque plus utilisé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment traditionnel, quoi, mais en laboratoire, c'est presque plus utilisé. Ce qui est utilisé maintenant, et vous les verrez plus tard, mais elles ne sont pas au programme de... Elles ne sont pas à votre programme. Vous allez avoir la relation, vous ne la notez pas, hein, mais la relation de Lindbergh. Vous aurez ça. Et en fait, toutes les caractéristiques, c'est que c'est 1 sur V0, 1 sur S. OK. Donc, du coup, ça va être... Oui. Comment on sait quand la quantité du substrat est supérieure à 10 km? Parce que tu connais le km de l'enzyme, vu que c'est un km intrinsèque. Tu sais que si tu travailles avec la tryptophan synthétase, je vais avoir un km de 0,25 molaire. Et que du coup, quand tu lances ton expérimentation, il faudra que tu t'arranges pour prendre une concentration en substrat dans l'exemple de 2,5 molaire.
Donc, tu feras tes calculs de dilution, etc., pour mettre dans le milieu réactionnel la quantité de substrat voulue. Donc après, vous avez deux types de représentations pour finir sur l'enzymatique, celle de Lindbergh et Burke, où vous aurez directement les paramètres qui sont directement plus lisibles. Le but, en fait, c'est de linéariser par une transformation semi-logarithmique. Vous lirez directement ici des max, vous aurez une pente plus indicative, un km. La représentation d'ID of T aussi. Vous travaillerez sur des données comme ça. Bon, bref. Retenez qu'il y a d'autres types de représentations enzymatiques qui permettent après, par linéarisation, d'obtenir des résultats un peu plus précis. Notamment celle de Lindbergh et Burke et de ID of T. Donc maintenant, la notion de site actif. Donc le site actif d'une enzyme, ça va être la région qui lie les substrats et contient les résidus qui participent directement à la formation ou au clivage des liaisons. Donc ces résidus sont appelés groupes catalytiques. Donc les groupes catalytiques sont donc des parties essentielles du site actif d'une enzyme. Bien que les enzymes diffèrent largement dans leur structure, leur spécificité et leur rôle de catalyse, un certain nombre de caractères généraux concernant leur site actif peut être établi. Et c'est sur quoi on va s'attarder. Donc déjà, la structure du site actif. Donc le site actif occupe une part relativement réduite du volume total de l'enzyme. Ça, on le verra tout à l'heure. La plupart des résidus aminoacides d'une enzyme ne sont pas en contact avec le substrat. Il faut s'imaginer qu'une enzyme, c'est une protéine. Qu'une protéine, c'est un assemblage de chaînes polypeptidiques. Que la majorité des enzymes auront d'ailleurs une structure qui sera globulaire. Ok ? Donc c'est un assemblement, un enchevêtrement de chaînes polypeptidiques qui formera l'enzyme. Au final, le site actif représentera une petite partie de l'enzyme. Par exemple, ça pourrait être que cette zone. Donc au final, seul un faible nombre d'acides aminés seront réellement en contact avec le substrat, alors que la partie globulaire, le reste, ne sera pas en contact avec le substrat. Donc pourquoi alors c'est utile d'avoir une structure aussi grosse pour une fonction si petite? C'est tout simplement parce qu'une protéine globulaire aura des fonctions de déplacement dans la circulation. En général, c'est également, elle a des mouvements protecteurs qui lui permettent de ne pas être dégradée dans la circulation sanguine. Elle a tout un tas de fonctions qui permettent de réguler ses composantes. Avec également cette notion d'allostérie que je vous avais expliquée, lorsqu'elle fonctionne avec un coenzyme et que donc c'est une holoenzyme, c'est que si jamais je fixe un coenzyme ici, l'allostérie va faire que la fixation d'une molécule à un endroit différent du site d'action entraînera, par changement des configurations électroniques tout au long du trajet, une modification du site actif existant. C'est ça la notion de coenzyme. Je me fixe à un endroit différent du site actif et j'entraîne une modification de la conformation de ce site actif à distance. Ok ? Donc la structure du site actif dépend du coup du repliement correct de la chaîne polypeptidique. Oui. Donc du coup, si de base on a un certain substrat qui doit se fixer sur une enzyme, l'enzyme qui doit se fixer sur un substrat, mais que l'enzyme est spécifique au substrat. Si le coenzyme va modifier le site actif du substrat, ça sera l'enzyme de base qui de base se fixer sur le substrat, il ne peut plus se fixer puisque ça a changé. Et non, c'est l'inverse, c'est qu'en général, une holoenzyme, c'est-à-dire une enzyme qui va nécessiter un coenzyme, et ben, en l'absence du coenzyme, le site actif n'est pas opérationnel pour permettre la liaison au substrat. Okay. Et du coup, c'est quand le coenzyme va se fixer sur l'enzyme que le substrat pourra être transformé en produit. Et ça, c'est un objectif physiologique, c'est que c'est une manière pour l'organisme de réguler lui-même la production de produits. C'est une condition pour... Oui, c'est que la coenzyme, c'est une partie intégrante, si tu veux, du mode opérationnel de l'enzyme. Okay. Mais sachant qu'il y a des enzymes, comme on a vu l'exemple de la ribonucléase pancréatique, je crois, au premier cours, qui fonctionnaient sans coenzyme. Ceux qui fonctionnent avec coenzyme doivent attendre la fixation de la coenzyme pour, par effet allostérique, permettre au site actif d'être opérationnel pour la fixation du substrat. Ça permet d'éviter que l'enzyme soit toujours opérationnelle et qu'on ait du coup une accumulation de produits qui serait peut-être inutile parce qu'il faut la garder dans un seuil homéostatique dans l'organisme, permettre de déborder de ce seuil homéostatique et de garder tout dans des valeurs biologiques usuelles. Donc le site actif, c'est une entité tridimensionnelle qui est constituée de groupes venant de différentes régions
de la séquence linéaire des aminoacides. Les résidus éloignés dans la séquence linéaire peuvent interagir plus fortement que les résidus adjacents dans la séquence des acides aminés. Ça, j'y reviens avec cet exemple. Donc, les sites actifs sont des fissures ou des crevasses de manière imagée. Dans toutes les enzymes de structure connues, les molécules de substrat sont liées à une fissure ou à une crevasse. C'est pour ça que je vous ai représenté ça un peu. Donc, vous avez l'exemple de la lysozyme, donc enzyme qu'on trouve du coup au niveau intracellulaire. Les groupes importants et qui interviennent dans les modifications post-traductionnelles de protéines après sortie du réticulum endoplasmique. Donc, les groupes importants du site actif sont constitués des résidus qui portent les numéros 35, 52, 62, 101, 103 et 108 dans la séquence linéaire des 129 acides aminés. Et vous voyez que les sites actifs peuvent inclure des résidus très distants dans la structure primaire. Pourquoi? Vous avez eu les cours sur les protéines? En nu 1? On n'a pas encore. Non, pas encore eu. En fait, il faut savoir qu'une protéine, on peut la définir de différentes façons. On parlera pour ça de conformation primaire, conformation secondaire, conformation tertiaire. Vous aurez des cours dédiés sur ça. La conformation primaire, c'est quoi? La conformation primaire d'une molécule, vous l'avez sûrement fait en TP de SVT. C'est existant encore. C'est la succession des acides aminés les uns après les autres. Je sais pas, vous avez souvent travaillé déjà en TP sur les logiciels et tout. Ok, glucine, valine, leucine, isoleucine, blablabla. Ça, c'est primaire. Donc là, par exemple, on vous dit que les acides aminés 35, 52, 62, 101, 103, 108 sont dans la séquence, donc font partie du site actif. Ok, donc vous avez le 35, le 52, le 62, le 101, le 103, le 108. Là, la question que vous devez vous poser, c'est comment des acides aminés aussi éloignés dans la séquence primaire peuvent faire partie d'une même composante qui est le site actif. Et pourquoi pas, il n'y a pas le, je sais pas, le 57 qui est entre le 52 et le 62, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a également une conformation secondaire d'une protéine. La conformation secondaire d'une protéine, ça va être la première étape de repliement d'une chaîne polypeptidique sur elle-même. Et ça, bon, chez moi en pharmacie, si vous allez après, vous aurez des unités d'enseignement qui sont consacrées à ça, c'est-à-dire aux relations structure-activité d'une protéine. Et vous étudierez, et en passez aussi un peu, les différentes structures secondaires d'une protéine. Donc, par exemple, quand ces chaînes polypeptidiques vont se replier dans l'espace, il y aura des types d'arrangements qui seront faits, qui seront facteurs dépendants des acides aminés présents. Et ainsi, vu que si vous faites également le cours sur les acides aminés, vous verrez qu'il y a toujours une structure commune à l'acide aminé et une chaîne qui est variable, et que cette chaîne variable va entraîner des liaisons différentes en fonction des mouvements chimiques qui sont présents. Vous aurez aussi des hélices alpha, c'est-à-dire des acides aminés qui vont se mettre en hélice. Vous aurez des feuillets bêta. Donc voilà, les hélices alpha, les feuillets bêta. Vous aurez des coudes, vous aurez plein de choses, plein de structures, etc., qui sera dû à l'agencement de la chaîne polypeptidique dans l'espace. La structure tertiaire, ce sera quoi? Ce sera l'agencement des structures secondaires dans l'espace. Du coup, ça va être le fait d'avoir une structure secondaire liée à un feuillet bêta qui fait un coude pour repartir sur une hélice, une chaîne non spécifique, une autre hélice, etc. OK? Et la structure quaternaire, ce sera pour les protéines qui seront multimériques. C'est-à-dire qui sont composées de plusieurs monomères. Et on dira que ça, c'est un monomère, et que du coup, je vais avoir l'assemblage du monomère alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Un exemple, l'hémoglobine, par exemple. Donc, pour revenir à ce qui nous... Donc voilà, structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Donc en fait, le truc qui est intéressant, c'est le fait de dire que certes, ces acides aminés sont éloignés dans la séquence primaire, mais quand cette chaîne polypeptidique va se replier, ils vont être, dans le cas du lysozyme, côte à côte. Okay, c'est ainsi que là, par exemple, si je dis que le site actif est ici, la chaîne qui sera repliée va faire que, ici, j'aurai le 35, 52, 62, 101, 103, 108.
okay, qui pourront générer des liaisons avec le substrat, alors que l'autre partie ne sera pas concernée. La chaîne des histamines. Multimère et polymère, c'est la même chose? Oui. C'est ce qui existe sous plusieurs monomères. C'est clair pour cette notion-là? Donc, site actif, fissure, crevasse, et le site actif composé d'ACMD qui ne sont pas forcément juxtaposés linéairement dans la séquence primaire d'une protéine. Donc, maintenant, la spécificité du site actif. Donc, la spécificité de liaison dépend donc de la disposition définie des atomes dans un site actif. Un substrat doit avoir une forme complémentaire à celle du site actif pour s'adapter à lui. Les études sur la spécificité du substrat d'une enzyme ont conduit au concept d'une complémentarité de type clé-serrure, le modèle de Fischer, entre la molécule de substrat et le site actif. Donc, le premier modèle qu'on va étudier pour voir les interactions entre enzymes et substrat, c'est celui du modèle clé-serrure de Fischer. Et après, je vous expliquerai du coup pourquoi il est faux. Mais d'abord celui-là. Fischer a essayé d'émettre. Il a dit, bon, ok, j'ai des données qui sont de cinétique enzymatique, j'ai des données de physique-chimie, j'ai des données de spectrofluorimétrie, on sait qu'il y a un complexe enzyme-substrat, il n'y avait pas encore la microscopie électronique, le but c'est d'imaginer comment il y avait interaction entre l'enzyme et le substrat. Avec les notions de site actif qu'il avait également à l'époque, fissure, crevasse, etc., il a dit, bah, ça pourrait être un modèle clé-serrure. C'est-à-dire que j'ai le substrat qui est la clé, l'enzyme qui est la serrure, et tout simplement, interaction entre les deux, et après, action enzymatique, catalyse, et le produit qui est formé. Certaines enzymes ont des formes complémentaires, effectivement, de celles du substrat, mais seulement après que celui-ci se soit lié. C'est un processus de reconnaissance dynamique qui est appelé adaptation induite. Donc déjà, le modèle de Fischer ne prévoyait pas ce phénomène d'adaptation induite. L'adaptation induite, ça va être le fait que quand j'ai mon enzyme et mon substrat qui va s'approcher de mon enzyme, avant que mon substrat soit fixé dans le site actif de l'enzyme, l'approche du substrat à proximité des chaînes latérales d'acide aminé va déjà entraîner une modification de la conformation de mon substrat, vu que des liaisons chimiques faibles, de type hydrogène, Van der Waals, hydrophobe, vont intervenir. Et qu'au final, le substrat n'est pas directement complémentaire du site actif, il sera à 100% complémentaire, même à 100% entre guillemets, quand celui-ci aura fini sa phase d'insertion dans le site actif. Okay, on verra ça tout à l'heure. Donc, site actif, par exemple, ici, de 3 métalloprotéases. Donc, ça, les métalloprotéases, vous les avez peut-être vues en biologie cellulaire si vous avez déjà fait les chapitres sur la membrane plasmique. Donc, c'est des enzymes dont le site actif a besoin d'interagir avec des métaux. Juste un petit truc en plus. Donc, justement, sur la liaison du substrat, pour approfondir un peu cette notion d'adaptation induite, les substrats sont liés aux enzymes par de multiples attractions faibles. Donc, les interactions réversibles entre deux molécules sont médiées par les liaisons électrostatiques, les liaisons hydrogènes, les interactions hydrophobes, les liaisons de Van der Waals. Donc, ça, c'est toute la gamme du coup, de liaisons faibles possibles entre deux molécules. Là, je vous ai mis des exemples de liaisons hydrogènes. Bon, j'espère qu'avec toute la chimie organique qu'on s'est faite, maîtriser ces notions-là. Et voilà. Donc, c'est ces interactions qui sont donc réversibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas covalentes, où il n'y a pas partage d'électrons d'un doublé liant, qui vont entraîner ce phénomène d'adaptation induite quand le substrat va approcher géométriquement parlant, physiquement parlant, du site actif de l'enzyme. Okay, donc, il n'y a pas de problème sur les différents types de liaisons, vous savez les reconnaître, ce que c'est, les définir. Ouais. Bon, je ne vais pas vous faire là. Les liaisons hydrogènes, vous avez l'exemple là, je rappelle liaison hydrogène. C'est entre un oxygène, lui-même lié à un atome fortement électronégatif, qui va donc établir une liaison partielle avec un autre atome, lui-même également fortement électronégatif. Liaison électrostatique, ça va être des liaisons ioniques plus moins. Interaction hydrophobe avec des chaînes hydrocarbonées, apolaires, etc.
liaison de Van der Waals, ça va être pareil des interactions qui dérivent des interactions apolaires, par exemple entre deux cycles benzéniques, où je peux également avoir par confrontation électrostatique des structures dans l'espace, formation d'une liaison faible. Okay. Donc, modification du substrat. La modification du substrat fait intervenir des modifications de l'enzyme avec des transferts d'électrons ou d'atomes entre l'enzyme et le substrat. Donc, l'énergie de liaison entre l'enzyme et le substrat aura atteint un maximum au moment de la catalyse, c'est-à-dire quand celui-ci est sous la forme d'état de transition. Donc, le modèle clé-serrure proposé par Fischer en 1890 rend compte de la liaison du substrat, mais pas celle des états de transition. En effet, dans le modèle de Fischer, j'avais enzyme plus substrat qui me donnait enzyme plus produit. Sauf qu'après, avec le développement de la biologie moléculaire, de la microscopie électronique, on a vu que ce n'était pas aussi simple que ça, et qu'avant que le produit soit formé, il y avait un état intermédiaire où l'enzyme n'était plus disponible et où elle formait un véritable complexe avec le substrat. Et pourquoi on peut dire qu'elle formait un véritable complexe? Parce que celle-ci s'était modifiée, qu'il y avait eu un arrangement spatial dans l'espace. Par exemple, je vous ai dit le changement de conformation après formation du complexe enzyme-substrat, je crois que c'était je crois que c'est la glucokinase. Donc vous allez avoir la glucokinase, l'enzyme, le site actif, fissure ou crevasse. Et quand le glucose va venir se fixer au creux de la fissure ou de la crevasse, vous voyez qu'il y a un changement conformationnel de l'enzyme. Cet espace-là qui va devenir occupé, l'enzyme qui va se replier. Là, je n'ai pas encore le produit. J'ai le complexe enzyme-substrat, qui est donc sur un temps court dans l'espace, et qui est caractérisé par le fait que là, l'enzyme sera indisponible pour fixer une autre molécule de glucose, mais qu'elle n'a toujours pas formé le produit. OK ? Et donc, on a donc réfléchi à d'autres modèles pour essayer de comprendre ces interactions enzyme-substrat. Et on est tombé sur le modèle qui est celui du bâton. Donc, c'est un modèle qui est imagé. Donc, on va détailler ensemble. Donc, je vais tout vous lire là. Et après, il y a directement les schémas à la fin qui expliquent mieux, on les reprend. Donc, imaginez une enzyme, la bâtonnase, qui a une forme de stylo, définie pour catalyser la cassure d'un bâton de métal. Pour se casser, vous êtes d'accord que le bâton doit d'abord être plié. C'est l'état de transition. Dans la bâtonnase, des interactions magnétiques remplacent les liaisons de faible énergie entre l'enzyme et le substrat. C'est pour qu'on soit un modèle imagé, on imagine que c'est aimanté. Une enzyme avec une poche doublée d'aimants complémentaires de la structure du bâton va le stabiliser. Il ne pourra plus être plié à cause des interactions magnétiques échangées avec l'enzyme. Une enzyme complémentaire de l'état de transition du substrat permettra de déstabiliser le bâton et donc de catalyser la réaction. Les interactions magnétiques fournissent l'énergie nécessaire pour plier le bâton. Pour catalyser une réaction, une enzyme doit être complémentaire de l'état de transition de la réaction. C'est clair? Donc imaginez, vous avez ce stylo. Vous êtes d'accord que si je veux casser ce stylo en deux, enfin, je le plie. Je l'applique comme ça. Je ne le casse pas. Je l'applique comme ça. D'abord, il va se plier. Et après, il va être cassé en deux. OK? Modèle de Fischer, qu'est-ce qu'il proposait? Clé-serrure. Imaginons, c'est mon substrat. Ma main, c'est l'enzyme. Bah, le modèle clé-serrure, c'était ça. Hein. Sauf que là, comment je peux casser le stylo dans ma main? En étant... Je ne peux pas. Là, je ne peux pas le plier. Vous êtes d'accord? Donc, le modèle de Fischer, c'est de la merde, en fait. C'est ça l'idée. Le bon modèle, ça va être celui-là. En se basant sur les concepts d'adaptation induite, le modèle de la bâtonnase fixe le fait que j'ai mon enzyme, j'ai le substrat. Quand mon substrat va s'approcher de l'enzyme, et ben petit à petit, il va se plier, se plier, se plier, se plier. Pour s'adapter au site actif de l'enzyme, il y a un moment où au terme du processus d'adaptation induite, il y aura un maximum de liaisons chimiques réversibles faibles entre l'enzyme et le substrat. Et cet état-là, ce sera l'état de transition.
Et dans cet état de transition, je vais donc avoir mon substrat qui va être dans une position favorable à la réalisation de la catalyse enzymatique qui se déroulera après. Donc, ce modèle de la bâtonnase fixe le fait que l'interaction maximale entre le substrat et l'enzyme n'intervient pas d'un point de vue initial, mais intervient au creux de l'adaptation induite, au moment où les deux sont les plus complémentaires les uns par rapport aux autres, et non pas initialement, ce qui implique une modification géométrique du substrat avant catalyse chimique. Oui. Quand on dit que l'enzyme se fixe sur le substrat, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse ou c'est juste cet exemple-là? Non, ça dépend. Ça dépend de la collision. C'est parce que c'est deux entités dans l'espace, donc ça dépend qui rencontre l'une en premier. Okay. C'est le substrat qui rencontre l'enzyme, l'enzyme qui rencontre le substrat. C'est clair? Bon, on va passer aux inhibiteurs. Donc c'est assez important, inhibiteur, parce que ça tombe au concours déjà. Et après, c'est assez important en biologie médicale si vous continuez, vu que ça va être quoi les inhibiteurs des enzymes en médecine, en pharma, etc. Bah, ça va être les médicaments, ça va être les toxiques, ça va être les intoxications, ça va être plein de choses. Donc, les enzymes peuvent être inhibées par de nombreuses molécules. L'activité de nombreuses enzymes peut être inhibée par les liaisons de petites molécules spécifiques. La plupart des enzymes peuvent être rendues inefficaces par certains réactifs chimiques. L'étude des inhibiteurs enzymatiques a fourni des informations intéressantes sur la spécificité de substrat des enzymes, la nature des groupements fonctionnels du site actif et le mécanisme de l'activité catalytique. L'inhibition enzymatique au programme de Bac+1, c'est soit réversible, soit irréversible. Il existe deux types d'inhibiteurs enzymatiques, les irréversibles et les réversibles. Il y en a d'autres, mais pour le programme de première année, c'est que ces deux. Ce qui est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc, on va d'abord traiter des inhibiteurs irréversibles. Ce sont ceux qui se combinent avec ou qui détruisent un groupement fonctionnel de l'enzyme qui est nécessaire à son activité catalytique. Les inhibiteurs irréversibles entraînent une perte des propriétés catalytiques de l'enzyme, soit par modification de sa conformation, soit par blocage du site actif de l'enzyme. OK? C'est clair ou pas? Exemple, les métaux lourds. Donc les métaux lourds, on va notamment parler du plomb. Vous savez que l'intoxication chronique au plomb, pas d'ailleurs, c'est le saturnisme, qui engendra notamment une inhibition des enzymes impliquées dans la biosynthèse de l'hème, qui est un constituant de l'hémoglobine. Donc ce sera donc un toxique sanguin. Pareil pour l'aluminium, le cuivre, qui seront également des toxiques sanguins. Donc tous ces métaux lourds vont bloquer des enzymes de synthèse, soit de la globine, donc de la partie protéique, si vous voulez, de l'hémoglobine, ou de l'hème, qui est la partie chimique, entre guillemets, de l'hémoglobine, vu que c'est ce noyau protoporphyrine que vous étudierez sûrement plus tard, cette année, je ne sais plus, que vous étudierez un jour, qui sera un noyau, du coup, tétrapyrrolique, avec au centre l'atome de fer, qui permettra, du coup, cette fixation de l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, et le transfert ainsi de celle-ci au niveau des tissus par l'effet bord. Les agents alkylants en chimiothérapie, donc ça c'est logique. Donc les agents alkylants en chimiothérapie, ça fait partie des cytotoxiques, donc des agents qui sont très classiques, des premières molécules qui sont trouvées, qui sont souvent utilisées en phase d'attaque d'une chimiothérapie avant la mise en place des thérapies ciblées. Vous savez que maintenant, il y a des thérapies qui sont tellement ciblées qu'elles sont orientées et indiquées uniquement dans une mutation. Je vous dis par exemple, pour tel cancer du poumon à l'hôpital, vous êtes éligible à ce médicament si vous possédez la mutation E622, VGEF, alpha 6. Donc, c'est des molécules qui sont maintenant giga ciblées et qui ne fonctionnent que sur des thérapies individualisées. Mais avant ça, il y a toujours des chimiothérapies d'attaque, c'est-à-dire un panel de molécules assez large qui vise à fonctionner sur les cellules cancéreuses. Et le problème, c'est que vu que le panel est large, elle fonctionne également sur les cellules saines. Et ainsi, vous avez tout le développement de tous les effets indésirables que vous connaissez, les hémotyxies, donc crachat de sang,
alopécie, dégradation des cheveux, de toutes les cellules à division rapide de votre organisme, dont les cheveux, dont tous les autres, vu que ça s'attaque au niveau des structures ADN. Parce que les agents alkylants, vous allez donc avoir votre ADN qui est bicaténaire, et agent alkylant, c'est tout bon, hein, ça va être une molécule qui va tout simplement s'intercaler au sein de la structure d'ADN et former un complexe. Qui fera que quand vous aurez l'ADN polymérase qui arrivera pour la réplication, qui passe d'abord par l'hélicase, donc la dissociation des brins d'ADN, ça va être bloqué. Donc l'ADN ne peut pas se répliquer, donc la cellule meurt. C'est tout bête. Du coup, agent alkylant bloque l'action d'une enzyme sur son substrat. Et c'est irréversible. Parce que c'est des liaisons covalentes. Donc, les inhibiteurs irréversibles peuvent être répartis en 3 catégories. Les réactifs spécifiques de groupe, les analogues du substrat, les inhibiteurs suicides. Exemple, l'aspirine et la pénicilline. Vous savez comment ça fonctionne, ça, aspirine, pénicilline? Non? Donc l'aspirine, elle va inhiber quelle enzyme? Elle va inhiber dans l'organisme ce qu'on appelle les COX, les cyclooxygénases. Donc vous avez plusieurs cyclooxygénases, vous avez notamment la COX-1, qui donc est une enzyme qui va produire comme produit des prostaglandines, des leucotriènes, qui vont avoir pas mal d'actions, par exemple cytoprotectrices au niveau de l'estomac, vasodilatatrices au niveau de la perfusion rénale, et qui sont responsables ainsi de plusieurs fonctions physiologiques. Et également la COX-2, qui elle est responsable de la synthèse de médiateurs de l'inflammation. Donc ils vont produire des médiateurs simplement de l'inflammation, donc des cytokines, des chimiokines, qui seront impliquées du coup dans cette inflammation. Donc le but de l'aspirine, ça va être du coup de bloquer, irréversiblement parlant, ces COX. OK? En se fixant de façon covalente au niveau de leur site actif. Aspirine, du coup, antipyrétique, anti-inflammatoire et fluidifiant plaquettaire aussi. Pour les patients qui font des thromboses, c'est des antiplaquettaires d'action immédiate. Donc, ils vont également inhiber irréversiblement des récepteurs sur les plaquettes sanguines en empêchant leur agrégation entre elles. Pénicilline, vous connaissez? Antibiotique. Je pense qu'on en a déjà tous pris. De quoi? Du coup, la pénicilline, c'est des antibiotiques qui vont être bactéricides, bactériostatiques, caractérisés par donc ce noyau bêta-lactame. Je crois que vous en avez déjà parlé. Ce noyau bêta-lactame caractéristique du coup de la famille des bêta-lactames, vu que vous savez que dans la famille des bêta-lactamines, enfin non, vous ne savez pas forcément, mais dans la famille des bêta-lactamines, il y a plusieurs sous-entités, les pénicillines, les céphalosporines, les imipanem, les carbapénem, il y a toute une classe, dont les pénicillines. Et donc les pénicillines qui vont agir comment? Qui vont au niveau de la membrane bactérienne inhiber une enzyme, la PLP, protéine liant la pénicilline. Et cette enzyme, la PLP, est responsable de la synthèse du peptidoglycane. Et vous verrez quand vous commencerez les cours de bactériologie que la peptidoglycane est une molécule constitutrice très importante de la paroi bactérienne. Okay, et qui donc produit les composants de la paroi bactérienne, ce peptidoglycane. Surtout chez les grammes plus, un peu moins chez les grammes moins, mais bon, c'est l'idée. Donc la pénicilline, en inhibant cette enzyme, la PLP, protéine liant la pénicilline, empêche la bactérie de produire son peptidoglycane, et donc à terme, la bactérie ne peut plus produire sa paroi, et donc lyse bactérienne, rupture de la paroi, attaque de la membrane, etc. Et ça se lit de manière irréversible. La structure du substrat état de transition peut être mimée par une molécule stable, désignée analogue de l'état de transition. La synthèse des composés qui ressemblent plus étroitement à l'état de transition que le substrat lui-même peut convenir à des inhibiteurs très puissants et très spécifiques de l'enzyme. Maintenant, les inhibiteurs réversibles. Vous avez des questions jusqu'à là? Donc, les inhibiteurs réversibles, l'inhibition réversible, contrairement à l'irréversible, va être caractérisée par une dissociation rapide du complexe enzyme-inhibiteur. On distingue selon leur mécanisme d'action deux types principaux, compétitif, non compétitif.
Pareil, il y en existe d'autres, mais pour l'instant, c'est que ceux-là. Il y a notamment les mixtes ou les uncompetitive, qui sont un mélange des deux. Donc, les inhibiteurs compétitifs. Dans une inhibition compétitive, l'enzyme peut se lier au substrat pour former un complexe enzyme-substrat ou se lier à l'inhibiteur pour un complexe enzyme-inhibiteur. Mais il ne peut pas se former un complexe enzyme-inhibiteur-substrat, EIS, jamais les deux en même temps. Pourquoi? Parce que les deux se lient au site actif. Car l'inhibiteur comme le substrat cherche à interagir avec l'enzyme sur le même site, donc les deux ne peuvent pas se fixer en même temps. C'est une inhibition compétitive, compétition entre le substrat et l'inhibiteur. Ainsi, en augmentant la concentration d'inhibiteurs, on aura une majorité de complexes enzymes-inhibiteurs. Et en augmentant la concentration de substrat, on aura une majorité de complexes enzymes-substrat. L'inhibiteur compétitif ressemble au substrat et se lie au site actif de l'enzyme. Le substrat est alors empêché de se lier au même site actif. Un inhibiteur compétitif va donc diminuer la vitesse de catalyse en réduisant la proportion de molécules d'enzymes liées au substrat. À une concentration d'inhibiteurs donnée, l'inhibition compétitive peut être levée par augmentation de la concentration en substrat. En augmentant la concentration en substrat, j'aurai ainsi un décalage de mon inhibiteur au niveau du site actif de l'enzyme, vu que c'est des effets de compétition, donc de Km, d'affinité de la structure envers le site actif. Alors, je vous ai représenté quoi? Rien de nouveau sous le soleil, enzyme, substrat, état de transition enzyme-substrat, enzyme plus produit. Si j'ai un inhibiteur compétitif, je peux avoir enzyme plus inhibiteur, enzyme inhibiteur. Mais si jamais mon substrat a une affinité supérieure à l'inhibiteur pour le site actif de l'enzyme, avec une forte concentration de substrat, je peux décaler la molécule d'inhibiteur et retomber sur un complexe enzyme-substrat. OK? Donc là, je vous ai remis la présentation de Michaelis et Menten. Donc la Vmax, enfin la vitesse, pardon, en molaire par minute moins 1 en fonction de la concentration en substrat. Sans inhibiteur, c'est le graphe qu'on a étudié. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe avec une inhibition compétitive? Quand j'ai une concentration inhibiteur d'un facteur 1, facteur 2, facteur 3, quand j'augmente la concentration d'inhibiteur, j'obtiens cette cinétique enzymatique-là, qui est caractérisée par quoi? Par le fait que vous voyez qu'à chaque fois, si je fais Vmax sur 2, j'obtiens un Km. Je fais Vmax sur 2 de la courbe jaune, j'obtiens un autre Km. Vmax sur 2 de la courbe 3, bah, j'obtiendrai un Km qui serait, voilà, qui serait vers là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on observe au niveau des Km dans le cadre d'une inhibition compétitive? J'observe quoi? Ah ben, ils augmentent. Et donc, ça veut dire quoi au niveau de l'affinité du substrat pour l'enzyme? Elle doit être de plus en plus forte. De plus en plus faible. Parce que, vu que le Km, c'est la concentration de substrat pour atteindre la Vmax sur 2, plus le Km est petit, plus l'affinité sera forte. Donc là, vous voyez que sans inhibiteur, j'ai un Km faible, 0,25 molaire, il me faut 0,25 molaire de substrat pour atteindre ma Vmax sur 2. Là, le Km va augmenter. Il me faudra par exemple ici, en présence d'inhibiteur, 10 fois plus, 2,5 molaire, pour atteindre la Vmax sur 2. OK? Il y a une question? Non, c'est bon. Mais, vu que c'est compétitif, si jamais je mets une forte concentration de substrat, par exemple substrat x 40, et à ce moment-là, je pourrais déplacer l'inhibiteur et retomber sur la Vmax initiale. C'est ça qui est intéressant. OK? Donc, un exemple d'application concrète, ça va être par exemple dans le cas de l'intoxication par le méthanol. Donc ça arrive souvent. Soit en soirée avec l'achat d'alcool de mauvaise qualité qui est déjà frelaté et qui contient du méthanol dedans. Soit le méthanol, c'est également un produit qui peut être ménagé dans le garage, etc., comme détergent. Donc, quand les petits, ils le boivent. Parce qu'en plus,
Ça peut avoir dans certains produits, notamment les liquides de refroidissement, etc., une odeur un peu sucrée, une coloration un peu bleue. Donc, du coup, les petits peuvent des fois confondre la bouteille et avaler. Tentative de suicide aussi, ça arrive. Mais au méthanol, c'est un peu trash. Et donc voilà, par exemple, application au méthanol. Donc, rapide cours de toxico. Grosso modo, dans votre corps, quand vous buvez de l'alcool, pardon bien, vous avez l'éthanol. Il va y avoir une première phase de métabolisation par l'alcool déshydrogénase. Qui va me donner une aldéhyde, on s'en fout. Et après, par l'aldéhyde déshydrogénase. Qui me donnera un composé, je ne mets pas tout le cycle en détail parce que sinon il y en a pour tout le tableau, mais grosso modo, ça fait dire. Alcool déshydrogénase, aldéhyde déshydrogénase. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. L'alcool déshydrogénase, c'est l'enzyme qui a comme substrat l'éthanol et qui va le métaboliser en un produit qui sera une aldéhyde. OK ? Si j'absorbe du méthanol, vu que c'est également un alcool, ce méthanol sera également métabolisé par cet alcool déshydrogénase. Sauf qu'à la différence de l'éthanol, c'est que lui va être métabolisé en une aldéhyde qui sera toxique, néfaste pour l'organisme et qui va déclencher un stress oxydant qui va ainsi impacter toutes les structures de métabolisation au niveau de votre tube digestif. Quand ça passera dans le sang, ça va pouvoir toucher les organes et ça va entraîner des nécroses tissulaires. Okay ? Donc, du coup, je peux dire que le méthanol, c'est un inhibiteur compétitif de l'alcool déshydrogénase. Et va devenir comment on soigne une intoxication au méthanol en phase aiguë. On met du substrat, donc. Donc on tège entre l'inhibiteur. Voilà. On fait quoi au patient? On met de l'alcool. On lui fait une perte d'éthanol, modérée, hein, bien sûr. Et en fait, l'éthanol, par inhibition compétitive, va venir déplacer le méthanol. Et ainsi, je vais récupérer la fonctionnalité de mon alcool déshydrogénase et obtenir du coup l'élimination par voie urinaire, je crois, du méthanol, qui sera ainsi éliminé de l'organisme parce qu'on l'aura déplacé de l'enzyme. OK? Bon, après, je prends le truc, mais bon, au final, en réalité, par exemple, quand c'est les enfants qui boivent le méthanol et tout, qui sont transférés à l'hôpital, on ne leur met pas une perte d'éthanol au gosse. Et maintenant, on a développé un médicament, c'est le lavage d'estomac, non? Le problème du lavage d'estomac, c'est que ça va être utile si ton intoxication est moins d'une heure, date de moins d'une heure. À partir du moment, en général, on estime, voilà, à partir du moment où on estime, dans tous les toxicos, en général, c'est ça. Dès que tu as dépassé une heure après l'ingestion, une heure après l'inhalation, tu ne fais même pas dès que tu arrives. Et une heure, c'est short, hein, parce que c'est une heure dans le service où tu peux le faire. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu l'urgence, ils sont déjà arrivés, c'est déjà brancardé, c'est déjà arrivé, c'est déjà passé. Ouais. Donc, du coup, quand c'est un gosse, on ne lui met pas une perte d'éthanol, bien sûr. Il y a un médicament qui a été développé, qui est le fomépizole, je crois. Ouais, c'est ça. Ce fomépizole qui va lui aussi décaler le méthanol par fixation directement sur le site actif de l'alcool déshydrogénase. Et donc, je n'aurai pas les effets indésirables de l'éthanol, que je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense, parce que vous ne pas déconner. Terminal, ça. Alors, la suite. Inhibiteur non compétitif. Dans l'inhibition non compétitive, l'inhibiteur se lie à un site de l'enzyme autre que le site de fixation du substrat, ce qui altère la conformation de l'enzyme et produit une inactivation réversible du site catalytique. Les inhibiteurs non compétitifs se fixent réversiblement à la fois à l'enzyme libre et au complexe enzyme-substrat pour former des complexes enzyme-substrat et la nouveauté des complexes enzyme-inhibiteur-substrat. Pourquoi? Parce que l'inhibiteur ne se fixe pas au niveau du site actif. Donc, je pourrais avoir cette formation de cette entité enzyme-inhibiteur-substrat. L'inhibition non
compétitif, contrairement à l'inhibition compétitive, ne peut être surmonté par l'augmentation de la concentration du substrat. Si le substrat peut se s'il peut avoir le complexe enzyme inhibiteur substrat, il y aura quand même la réaction ou l'inhibiteur va la bloquer? Bah, du coup, ça va la bloquer en général. C'est que parce que du coup, l'inhibiteur, en se fixant à un endroit différent du site actif, va quand même agir par allostérique et va modifier la conformation à distance du site actif, le rendant inopérationnel. Et donc, même si le substrat est lié, il n'y a pas eu le temps d'être transformé en produit, ça sera bloqué. Okay. En général. D'ailleurs, c'est ce qui doit être là. Ouais. Voilà, donc soit j'ai enzyme plus inhibiteur, mais si le substrat a une affinité supérieure à l'inhibiteur, ça peut toujours être décalé. Je peux avoir enzyme substrat, enzyme plus produit. Soit j'ai enzyme inhibiteur, je rajoute le substrat, vu que le substrat se fixe sur le site actif et que l'inhibiteur non, enzyme substrat inhibiteur, et ça ne donnera rien. KI constant de dissociation. Donc, dans l'inhibition non compétitive, on reprend notre oui. Même si le substrat il a une affinité plus importante avec l'enzyme et qu'à l'inhibiteur, ça ne fonctionnera quand même pas. Ici? Ouais. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, ce sera plus vraiment une question d'affinité. Vu qu'en soi, ils sont plus en compétition, ils interagissent plus sur le même endroit. Ce sera une question de modification allostérique, c'est fait que l'inhibiteur va carrément modifier le site actif de l'enzyme. Au lieu d'avoir un ovale, tu vas avoir un carré. Donc, il pourra se passer au niveau du substrat, il ne pourra pas être transformé en produit. Et là, juste là, c'est toujours l'inhibition qui se fixe avant. Du coup, si le substrat se fixe avant, il y a le temps d'avoir réaction. Bah, soit il y a le temps d'avoir réaction, soit il n'y a pas le temps. Et donc, j'ai la formation toujours du même complexe enzyme substrat inhibiteur. Donc, sur cette représentation de Michaelis et Menten, qu'est-ce qu'on observe? Je vous laisse me dire, tiens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit? La courbe violette, c'est sans inhibiteur. La courbe bleu foncé, c'est avec inhibiteur. Les deux, ils ont le même KM. Ils ont le même KM, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce qui est modifié? La vitesse max. J'aurai une vitesse max, du coup, apparente. Donc, petit point sur ce qu'on a vu. Différence entre l'inhibition compétitive et non compétitive. Les mesures de la vitesse de catalyse à différentes concentrations, substrat et inhibiteur, permettent de faire la distinction entre l'inhibition compétitive et non compétitive. Dans l'inhibition compétitive, l'inhibiteur entre en compétition avec le substrat. Pour le site actif, la constante de dissociation de l'inhibiteur est donnée par la formule KI égale concentration en enzyme fois concentration en inhibiteur divisé en concentration en enzyme inhibiteur. Formule de base, d'ailleurs, de dissociation des inhibiteurs. Il y aura également la constante d'association de l'inhibiteur, mais elle n'est pas en base S, mais c'est l'inverse, c'est R sur KI. Étant donné que l'augmentation de la quantité de substrat peut surmonter l'inhibition, Vmax peut être atteinte en présence d'un inhibiteur compétitif. On considérera donc que Vmax ne bouge pas dans une inhibition compétitive, à la différence d'une inhibition non compétitive. Le caractère propre d'une inhibition compétitive est qu'elle peut être levée par une concentration suffisamment élevée de substrat. Par contre, la valeur apparente de Km est modifiée, mais la Vmax ne va pas changer. L'effet d'un inhibiteur compétitif est d'augmenter la valeur apparente de Km. Donc cette nouvelle valeur de Km va être appelée Km apparente. Et pour le calcul, alors en passage, pas de calcul en enzyme. Jamais ils vous demanderont de la calculer, mais bon, après, oui, donc je la donne quand même, parce qu'il y a dans le cours, peut-être, par contre, la formule peut tomber. Km apparente, ça va être égal au Km initial, pondéré par le facteur 1 plus I sur KI. I, concentration en inhibiteur, KI, la constante de dissociation qu'on a vue. Qui s'exprime du coup en molaire aussi. Quand la valeur de la concentration de l'inhibiteur augmente, la valeur de Km apparente augmente. En présence d'un inhibiteur compétitif, une enzyme aura la même vitesse maximale qu'en l'absence de ce dernier. Dans l'inhibition non compétitive, le substrat peut encore se lier au complexe enzyme-inhibiteur. Cependant, le complexe enzyme-inhibiteur-substrat ne donne pas naissance à un produit. OK? Donc là, c'est ce qu'on avait vu. Enzyme plus inhibiteur, dans le cas compétitif, j'ajoute le substrat ES plus P. Et dans le cas non compétitif, si j'ajoute le substrat, j'ai ES I et ça me donne aucun produit. Le cas non compétitif, la valeur de Vmax est diminuée à une valeur de Vmax apparente, alors que la valeur de Km est inchangée. L'inhibiteur abaisse la concentration de l'enzyme.
Par nature, l'inhibiteur abaisse simplement la concentration de l'enzyme fonctionnelle. L'enzyme de résidence comporte comme une solution diluée d'enzyme. Vmax est abaissé, mais Km est la même. L'inhibition non compétitive ne peut pas être levée par augmentation de la concentration en substrat, à la différence de l'inhibition compétitive. Donc, quand vous avez des trucs un peu comme ça en passage, bah, vous schématisez. Si on fait un rapide tableau, vous pouvez le prendre en note. Donc, sans inhibiteur, V0, formule de Michaelis et Menten. D'ailleurs, c'est quoi la formule de Michaelis et Menten? V0 est égal à Vmax, c'est là. sur KM. V0 égale, ça c'est par cœur parce qu'elle tombe, on comprend. V0, Vmax Km sur Km plus X. Donc quand je suis sans inhibiteur, du coup j'ai Vmax Km. Dans le cas d'une inhibition compétitive, la formule de Michaelis et Menten, ce sera V0 égale Vmax qui reste le même, fois Km app sur Km app plus S. Vmax reste le même. Et on a vu que Km app, c'est égal à Km pondéré par 1 plus I sur Km. Et dans le cas d'une inhibition non compétitive, bah ici Km reste le même. Je vais avoir V0, Vmax app, parce que j'ai Vmax apparent, Km sur Km plus S. OK. Et C'est quoi KI? KI, c'est la constante de dissociation de l'inhibiteur. Du coup, KI, c'est la concentration en enzyme fois la concentration en inhibiteur sur la constante en inhibiteur. C'est une concentration de. Ça mesure le coefficient de dissociation entre l'enzyme et l'inhibiteur. C'est un classique en thermo. Et donc, j'ai pas fini parce que du coup, ici, Vmax apparent, ça va être égal à Vmax, divisé cette fois-ci par 1 plus I sur KI. OK? On est bon? Oui. Bah, du coup, on va faire un peu la partie 3.
La femme. Ouais, la pomme, je sais pas, on va faire déjà la lactate déshydrogénase. Donc, partie 3, application. Il est quelle heure du coup? Parce que bon, je pense ça va. Bon, je vous fais cadeau de la PAM. Oh, trop gentil. Vous voyez, vous loupez des trucs de fou. Tant de générosité. Parce que c'est le- On ne le mérite pas. Que rendement. Il fallait pas. Exactement. Il fallait pas. C'est vraiment cadeau. Hein. Hormis si vous y insistez vraiment, et dans ce cas-là, Mais non, te gêne pas. ça va aller? La matinée s'en portera que mieux, vous aimez bien. J'arrive pas à c'est-à-dire on passe des inhibiteurs non compétitifs pour la vitesse max. Vitesse max, apparent. Oui, mais là, juste en la fin du tableau, là. Et il y a quelque chose avant, apparemment. Et max? Ah, oui, max, d'accord. Non, j'ai fait mal, c'est tout. Je sais pas trop. Oui, mais. Vous pouvez passer? Oui. Donc la lactate déshydrogénase, c'est pour qu'on revoie rapidement la notion d'isoenzyme qu'on avait travaillé ensemble. C'est un exemple d'isoenzyme. Donc c'est une des premières isoenzymes découvertes. Vous savez à quoi sert la lactate déshydrogénase? Éclaire-nous. Un petit peu. Éclaire-nous de ta sagesse. Exactement. Lactate déshydrogénase, fermentation anaérobie. Et oui. Et non. C'est d'accord. Si. Voilà. Bon. Donc vous faites du sucre. Ah oui, oui. Création d'énergie, tout ça. Donc vous faites du sucre, glucokinase, hexokinase, G6P. Glycolyse. C'est dommage que je ne vous la fais pas, ça, c'est marrant. Enfin, il y en a au moins 40 réactions, les aligner les unes entre les autres, ça c'est. T'es sûr que c'est dommage? C'est quoi? Ouais, c'est un kiff hein, qu'on a pu apprendre. G6P. La flèche, je vous épargne. Cadeau. Merci. J'obtiens quoi? Pyruvate. Ah oui, Ça pèse les ah oui, c'est des étapes. Il y a un génie qui vient de dire Krebs, c'est ça. Ah, vous l'avez dit tous les deux. Je lui ai fait. Il y a des génies. Cycle de Krebs. Phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie. Présence d'oxygène. Aérobie. Et production d'ATP. Il n'y a plus d'oxygène. Par exemple, quand vous allez courir, vous tapez le sprint, bah, vous savez, quand vous courez, vous savez à peu près comment ça. En plus, c'est ça. D'abord, pour les premières réserves en 30 secondes, lorsque je fais un sprint créatine phosphate, qui est la première réserve d'énergie disponible par libération de phosphate, l'ATP. Puis après, quand vous courez jusqu'à 10-15 minutes, vous êtes en fermentation anaérobie, vous avez votre lactate déshydrogénase, et c'est là où vous pouvez avoir une crise d'acide lactique. Et après, au bout de 30 minutes de course, vous passez sur ce modèle-là pour la production d'énergie aérobie. Et quand vous n'avez plus assez de glucose, le pyruvate, il vient d'où? Il vient des graisses. Et c'est pour ça qu'on dit en général, il faut courir 30 minutes pour commencer à taper dans les graisses. C'est pour ça. Donc, avant 15 minutes, le pyruvate, il vient d'où? Il va venir du lactate. Et du coup, la LDH, la lactate déshydrogénase, c'est celle qui, du coup, va métaboliser le lactate en pyruvate. C'est cette réaction-là. Donc, une des premières enzymes à posséder des formes multiples, c'est la lactate déshydrogénase, LDH, qui est un tétramère. Donc, c'est donc une enzyme constituée de 4 monomères, catalysant la réaction réversible d'oxydoréduction, dans lequel le lactate perd 2 atomes d'hydrogène pour donner du pyruvate. Donc, vous avez la lactate avec le coenzyme NAD. LDH donne pyruvate. Et donc, du coup, j'ai oxydation de mon pyruvate, donc j'ai réduction de mon coenzyme. NAD donne ADH plus H+. Et donc, voilà, réaction réversible donc dans les deux sens.
La lactate déshydrogénase apparaît dans les tissus animaux sous 5 isoenzymes ou isozymes différents, séparables par électrophorèse. Cette enzyme catalyse le stade final de glycolyse anaérobie dans toutes les cellules, c'est-à-dire que le pyruvate provient de ce lactate pour entrer dans le cycle de Krebs. Sauf que la lactate déshydrogénase, elle est présente un peu partout. Et vous vous doutez bien que celle qui est présente dans le muscle de votre cuisse et celle qui est présente dans votre cœur, il y a des légères différences quand même. D'où cette notion d'isoenzyme. Ça va catalyser la même réaction. Ce sera toujours du lactate qui donnera du pyruvate. C'est juste qu'au niveau de la structure moléculaire, au niveau de la forme globulaire, il y aura une différence. Cette différence, on va pouvoir la voir par électrophorèse. Donc, électrophorèse, vous savez ce que c'est? Maintenant, je fais fondre du gel d'agarose. Le gel d'agarose, je mets une électrode, anode, cathode. Je dépose mon produit et je laisse migrer. Plus ça migre, plus c'est léger, plus c'est gros, plus ça reste, plus c'est chargé positivement, plus ça va vers le négatif, plus c'est chargé négativement, plus ça va vers le positif. Et je les sépare. Donc les chaînes, donc voilà, la lactate déshydrogénase, donc c'est une structure formée de 4 sous-unités. On distingue 2 types de sous-unités différentes qui sont observées. La chaîne M, qui est prédominante du coup dans les isoenzymes des muscles, et la chaîne H, prédominante dans les cellules cardiaques. Vu que le cœur en anglais c'est heart, du coup c'est H. Tout est connecté. Donc voilà, et donc la composition en acide aminé de ces 2 types de chaînes va indiquer des différences. Ces chaînes peuvent s'assembler pour former 5 isoenzymes différentes. Par exemple, vous aurez ici la chaîne M4, M, muscle. Donc 4 chaînes, 4 sous-unités M, beaucoup plus présentes dans les muscles. La chaîne H, plus présente dans le cœur. Et après, en intermédiaire, vous avez les unités M3H1, M2H2, M1H3, etc. Ça, vous le reverrez plus lorsque vous ferez un peu de physiologie cardiovasculaire. Parce que vous voyez que quand vous avez le cœur au niveau, et après l'aorte, qui part directement après au niveau du cœur, c'est une structure qui est beaucoup plus musculaire au départ, qui après au niveau de la crosse carotidienne devient beaucoup plus élastique, collagénique. Et donc c'est là où vous pourrez avoir dans ces tissus-là ces variations de chaînes, parce que je passe plus du coup des chaînes H4 aux chaînes M4. Et du coup, j'aurai toutes ces panoplies d'isosymes qui en découlent et qui interviennent à ce moment-là. Vous avez votre prochain cours à quelle heure? Là maintenant? Bon, ben, je vais vous laisser alors. Bon, ça a été? Vous avez des questions? On n'a pas vu le. On n'a pas vu la fin. Non, mais la PAM, c'est trop compliqué. Vous n'avez pas déjà tout, sur l'ensemble de l'enseignement, vous n'avez déjà pas un peu bossé, je vais vous perdre et tout. Enfin, chaque année, c'est un massacre. Donc, on le verra plus tard. Bah voilà, profitez bien, éclatez-vous bien, passez un bon été. Bossez pas trop, vous aurez le temps après. Grosso modo, c'est qu'il y avait un groupe de. On était combien? Trop sympa. On était 5, 6 passesses réunis. Donc il y avait 2 doublants et le reste en primant. Après, on avait 3 tuteurs. Et on avait. Donc, du coup, c'était adapté par rapport au passé que tu étais. Tu avais 2 tuteurs qui l'avaient eu primant, un tuteur qui l'avait eu doublant. Et on avait une écurie toutes les semaines. Donc, soit on avait une écurie en salle avec tous les autres passesses. On était divisé en séquences avec du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, c'était des sujets différents. Donc soit tu étais convoqué en salle et tu faisais ça, ou soit l'autre semaine, tu étais qu'avec ton petit groupe de 5-6 personnes, qui était tuteur. Et après, il y avait une bouffe qui était organisée et tout. C'était plus sympa, c'était un petit comité. Je te vois par là-bas. Ça va? T'es écrit ici passage ou pas? Je vais prendre la date. Non, moi j'avais que Bitbox. Genre pour le QCM, tu en avais assez. Après, moi je faisais pas trop de QCM. Je faisais. Il a lié les. QCM, je faisais les annales, je faisais les écuries. Je crois que il te donne accès aux anciennes des écuries des années précédentes. Donc, je crois que j'en avais récupéré ou quoi, et je m'étais entraîné un peu sur ça. Mais moi, j'ai jamais été trop. J'ai jamais trop entraîné. Dans le cours, j'ai vu que certaines fois, les inhibiteurs sont plus sur l'enzyme et non pas sur le substrat. C'est spécialisé?
Non, l'inhibiteur ne se fixera jamais sur le substrat. Soit il se fixera à la place du substrat, soit il se fixera sur un endroit différent de l'enzyme. Il ne pourra jamais se fixer réellement sur le substrat. Mais l'inhibiteur se fixe sur le site actif. Ou pas, vous savez pas. Si tu es dans une inhibition non compétitive, ce ne sera pas sur le site actif, ce sera sur un autre endroit de l'enzyme. Moi, j'avais juste une question par rapport du coup, à ce que vous disiez sur les isoenzymes. Pour l'aorte et tous les tissus, les vaisseaux sanguins, ça va être quoi du coup, au niveau de la composition des chaînes? Ça va être. Ça va être proche du cœur ou ça va être du H? Voilà, après on va être proche du cœur, ça va être des chaînes H4. Et puis tu vas sortir du cœur pour tomber sur d'autres structures, puis on va tourner sur du M4. Et entre du coup la vascularisation des muscles et la vascularisation du cœur, c'est là que tu vas avoir toute la panoplie d'isoenzymes intermédiaires qui apparaissent avec une prédominance de chaîne atype-cœur, une prédominance de chaîne atype-muscle, etc. Il n'y a pas de souci. Si on ne se revoit pas, il n'y a pas de souci. Peut-être au stage de faire rentrer. Ouais. Ah ouais. Ouais.